Postgres, donc version SQL Server. J'ai pris les 2 dernières versions des logiciels. Bonjour à tous. Et donc V13, SQL Server 2019. Et notre conférence va démarrer. Alors vous allez voir que j'ai mis beaucoup de ressources en ligne. La dernière, je l'ai mis il y a 5 minutes en ligne. C'est un comparatif extrêmement détaillé en réponse à un comparatif qui était assez partisan. Donc j'ai voulu faire le comparatif du comparatif. Donc c'est parti. Alors certains me connaissent, mais je le dis tout simplement, Frédéric Boirard, alias SQL Po, entreprise SQL Spot. Je suis dans le Haut-Var et en train de migrer mes bureaux vers Toulon. Et je travaille dans le monde des bases de données depuis probablement plus de 30 ans maintenant. Et surtout sur le langage SQL, où j'ai écrit pas mal de bouquins sur le sujet. J'ai collaboré au bouquin de modélisation de mon ami Christian Soutou et bouquin SQL Server 2014 avec un certain Rudy. Ah non, Rudy, là, il n'avait rien fait là-dedans. Tiens. Mais Nicolas Souquet, pour ceux qui ont suivi la session avant. Moi, je préfère que mon nom soit dessus, mais j'aime pas écrire des trucs à l'intérieur. Ben voilà, c'est ça. Alors, je vais parler vite de la naissance de Postgres. Alors, certains me reprochent de mettre un G majuscule dans Postgres en me disant « Ah non, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est avec un G minuscule. » Mais au moins, ça me permet de savoir que c'est moi qui ai écrit ce texte-là, puisque comme ça, je suis le seul à mettre un G majuscule. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que Ingres, eh bien, c'est le violon d'Ingres de Stonebraker et Wong qui l'ont créé à l'Université de Californie. Ça fait partie des tout premiers SGBD. Il y a eu d'abord Système R, mais on a dit à notre ami tête de code qu'il ne fallait pas le sortir parce qu'il y avait des produits vachement mieux chez IBM. Bon, et donc, ils ont fait ce SGBD. Mais ce SGBD travaillait en langage Quell. Et il est sorti officiellement à peu près en même temps qu'Oracle, sauf qu'Oracle avait plus de moyens financiers, donc il a perdu la bataille commerciale contre Oracle. Pour autant, c'était un excellent produit, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et puis, il y a eu un deuxième problème, c'est que IBM a fabriqué le langage SQL qui est devenu très populaire. Or, Ingres travaillait dans le langage Quell. Alors, Stonebraker, en 85, lance un nouveau projet qui s'appelle Postgres. Donc, à nouveau, c'est un jeu de mots. Ingres, c'était dans Grèce, et Postgres, c'est après Grèce. Donc, c'est toujours ce jeu de mots qui est utilisé. C'est pour ça que j'utilise toujours ce G majuscule, parce que j'aime bien faire référence à ce jeu de mots que tout le monde a un peu oublié. Et il va utiliser le SQL en 1995, être rebaptisé Postgre 95, puis Postgre SQL en 96. Et puis, à cette même époque, il va être lancé dans le libre. Alors, j'ai mis une petite phrase un peu assassine, tente de singer Oracle. Bah oui, c'est un SGBD, Oracle étant son principal rival qui l'avait matraqué, les gens de Postgres se sont dit, il faut qu'on fasse un truc comme Oracle. Et c'est là un petit peu où le bas blesse d'ailleurs dans Postgres. Naissance de SQL Server. Alors, c'est un projet qui a démarré en 83, et qui a été porté sous l'entreprise Sybase en 84 et qui devient le premier SGBD client-serveur. Il faut savoir que tous les SGBD à cette époque, excepté Sybase SQL Server, étaient des SGBD pour des gros systèmes, essentiellement Unix, mais aussi des gros systèmes IBM. Et Microsoft va entrer en discussion juste avant ce moment-là pour acquérir une licence de développement sous Windows. Et à l'époque, c'était le SGBD le plus performant. Il a notamment été le soutien du Genome Project pour le décodage de l'ADN à l'époque. En 1988, Microsoft va porter SQL sur Windows et Sybase sur IBM OS2. Sybase ne croit pas du tout en l'avenir de Microsoft, croit beaucoup en l'avenir de IBM et surtout de OS2, qui est le nouveau système d'exploitation révolutionnaire qui va détrôner tout le monde. Évidemment, tout le monde sait que OS2 a été une véritable catastrophe. Moi, je me souviens des 24 disquettes qu'il fallait mettre pour lancer le système d'exploitation, et c'était un veau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce choix d'OS va conduire Sybase Ashton-Tate à sa décadence, alors que de l'autre côté, Microsoft va monter, jusqu'à en faire un produit extrêmement utilisé. Pour autant, Sybase a été un excellent produit qui a été très utilisé dans le monde financier dans les années 80, dans les traders, et il faut savoir que SQL Server Sybase a inventé 2 concepts extrêmement importants. C'est la notion de trigger et suivi de la notion de procédure stockée. Donc, c'est eux qui ont inventé l'idée de mettre du code
exploitable, exécutable directement dans la base de données, ce que n'avait fait ni Oracle, ni Ingres, devenu ensuite Postgres. En 1996, SQL Server devient un produit purement Microsoft. Il y a évidemment une séparation entre Sybase et Microsoft. Et Sybase va rebaptiser son produit ASE, Adaptive Server Enterprise. Et puis Sybase va être acheté par SAP en 2010. Alors parlons un petit peu de la philosophie des produits. Postgres, alors quels sont ses avantages? C'est un produit réellement libre, fait par des passionnés, mais qui n'a qu'une seule brique, la brique OLTP, donc le transactionnel. Code ouvert et gratuit. Version payante avancée pour l'entreprise, et vous avez notamment Entreprise DB, Fujitsu qui fournissent des versions payantes. Il y a quelques inconvénients. Il n'y a pas de réelle vision d'ensemble, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contributeurs, mais souvent, on s'aperçoit que ces contributions, elles marchent mal ensemble. Quand on veut passer des informations d'une contribution à l'autre, et je parle notamment en termes d'administration, là, on a vraiment une problématique. Donc, c'est la problématique générale du manque de cohérence du truc. Et puis, le deuxième problème, comme il y a beaucoup de gens qui font des contribs, eh ben, il y a aussi beaucoup de contribs qui sont abandonnés. Donc, on a une certaine obsolescence des contribs. Donc, ça, il faut se méfier. Il y a des contribs qui sont lancés à grands arguments. Oui, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, au bout du compte, ben, ça fait totalement flop et on se retrouve avec rien du tout. Je peux citer, par exemple, celui des index verticaux, qui est un Loch Ness dans Postgres, et il n'y a toujours absolument rien sur ce sujet. Parlons un petit peu de la philosophie de Microsoft. Alors, Microsoft a voulu faire de SQL Server son fer de lance sur les data, et on le voit bien aujourd'hui, puisque Microsoft a été intégré à énormément de produits, et sur le cloud, ça reste un produit absolument majeur en utilisation. C'est un produit qui est très structuré, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'outils qui sont axés vers SQL Server, qui n'arrivent pas à communiquer ensemble. Donc là, on peut dire que le produit est extrêmement bien fait en termes d'interdépendance des modules, etc., avec une équipe de développement visionnaire. Et d'ailleurs, des tests derrière qui sont absolument sidérants. Je me souviens qu'au lancement de 2005, Microsoft avait fait une vidéo sur la plateforme de test où il y avait plus de 180 machines qui faisaient des tests tous les soirs et une équipe d'une centaine de personnes pour les tests. La richesse des modules, bah oui, des choses qui n'existent pas effectivement dans Postgres, c'est la partie OLAP avec SSAS, c'est la partie ETL avec SSIS et c'est la partie reporting. Autrement dit, SQL Server, il ne faut pas le considérer comme juste un SGBD relationnel, mais c'est un SGBD décisionnel, c'est un SGBD qui permet de faire de la migration de données dans tous les sens avec un ETL qui est un des plus puissants au monde, et un outil de reporting qui est pas mal. Je ne suis peut-être pas le meilleur d'un point de vue fonctionnel, mais il a un gros avantage sur les autres, c'est que tous les modules sont stockés dans une base de données, il n'y a pas de fichiers, donc c'est portable, c'est facilement portable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une base de données qui s'appelle Reporting TownDB, qui permet de faire du cache pour faire du warm-up sur le reporting. Et puis c'est un JBD qui s'est notablement ouvert au NoSQL et au cloud, et avec une grande richesse de déclinaison. Postgres, il n'y a pas de richesse de déclinaison. Dans SQL Server, vous avez du LocalDB, qui est l'équivalent de SQLite, vous avez de l'Express, qui est gratuite, vous avez de la web, qui est très très peu chère, si vous voulez faire des sites web, elle rentre en concurrence notamment avec MySQL. La standard, je dirais, c'est la base de données pour les petites et moyennes entreprises. La version Enterprise, qui est vraiment pour les grandes entreprises, on va dire, moyennes à très grandes entreprises. Et puis, Parallel Data Warehouse, qui est une édition un peu particulière pour faire du data warehousing. Évidemment, l'inconvénient, je crois que vous l'aurez compris, c'est le prix. Alors, il y a tout un tas de gens qui me sortent souvent des inconvénients du style « oui, mais c'est du Microsoft » ou alors « oui, mais ça fonctionne que sous Windows ». Alors, je vous rappelle que SQL Server fonctionne aussi très bien sous Linux. Il y a quelques petites choses, quelques petites fonctionnalités qui n'existent pas dans le monde Linux, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent en production dans du Linux. Mon ami Arian Papillon et moi-même avons solutionné une problématique chez un client qui est un client qui fait du casino en ligne avec une solution qui n'était pas piquée des verres sous Linux. Un petit point sur la terminologie, parce qu'on va parler aussi de beaucoup de choses. Un cluster Postgres, c'est l'équivalent d'une instance SQL Server, c'est-à-dire c'est l'installation d'un moteur dans un ordinateur. La notion de base de données est la même des deux côtés. Dans Postgres, on parle plus de relation que de table. C'est d'ailleurs un abus de langage, puisque une table n'est pas forcément relationnelle. Or, je ne sais pas pourquoi, dans Postgres, toute table est appelée relation.
Les colonnes sont appelées souvent attributs dans Postgres, elles ne sont pas toujours appelées colonnes. Et un truc qui me fait beaucoup rigoler, c'est l'optimiseur qui est appelé planeur. Alors pourquoi planeur? Parce que c'est un générateur de plans de requêtes. Mais moi, ça me fait penser à quelqu'un qui planerait. Autrement dit, je me demande s'ils n'avaient pas pris du LSD quand ils ont inventé ce mot-là. Bon. Ligne est souvent appelée tuple dans Postgres et objet est souvent appelé classe dans Postgres. Voilà. Une fois qu'on sait ça sur la terminologie, on n'est pas perdu dans l'un et l'autre des univers. Alors, on va commencer à entrer dans la partie architecture. Et là, les choses diffèrent fondamentalement. En ce qui concerne SQL Server, que ce soit les threads, la RAM ou les IO, tout ça est géré de manière interne. C'est SQL Server qui pilote, ce n'est pas le système d'exploitation. En revanche, dans Postgres, tout cela est confié à l'OS. Ça peut paraître une différence subtile, mais elle n'est pas totalement idiote. Je vais vous donner un exemple très très simple. Dans SQL Server, il est possible de faire des procédures stockées, des fonctions qui sont générées en code .NET, par exemple en C# ou n'importe quel langage .NET. Donc, dans ce cas-là, SQL Server va émuler une machine .NET qui est spécifique à SQL Server et c'est SQL Server qui va la contrôler. En cas de mauvaise conduite de la machine, ou plus exactement des process qui seront gérés pour SQL Server dans le cadre de la machine SQL CLR, eh bien SQL Server est capable d'aller tuer la machine ou les process pour préserver le serveur. Alors ça, ce n'est pas possible dans Postgres. Par exemple, si vous avez une fuite de mémoire sur un code que vous avez fait qui est un code externe, Postgres ne s'en rendra pas compte et la machine est capable de tomber avec la base de données et va cracher. Ça, ce n'est pas possible dans SQL Server. Ça fait une grosse différence en termes, je dirais, de stabilité des systèmes. Le stockage, Postgres, est à base de multiples fichiers. Une table, c'est plusieurs fichiers, alors que dans SQL Server, on utilise une technologie à base de volume qui ressemble beaucoup à la technologie que l'on a dans Linux, tout simplement, puisque SQL Server, Sybase, vient du monde Linux. Donc, en fait, une base de données peut être constituée juste de deux fichiers. Le fichier qui contient toutes les données, table, index, procédure stockée, etc., et le fichier du journal de transaction. Au niveau des poolings de connexion, ça n'existe pas dans Postgres de manière native. Il y a des outils externes comme pgpool, par exemple, qui utilisent, alors que c'est géré nativement dans SQL Server. Le parallélisme vient d'arriver dans Postgres depuis 2 versions maintenant, mais il est très embryonnaire. Grosso modo, on a 4 étapes du plan de requête, 4 algorithmes du plan de requête qui peuvent être parallélisés. En règle générale, il a du mal à paralléliser avec beaucoup de threads en parallèle, alors que dans SQL Server, cette technologie existe depuis plus de 20 ans, et SQL Server, il a même tendance à en faire un peu trop. Enfin, dans les dernières versions, ça s'est vraiment bien amélioré, on n'est pas obligé systématiquement de re-régler le nombre de cœurs maximum. Cache de second niveau, SQL Server permet de faire un cache de second niveau. Ça n'existe pas dans Postgres. Un cache de second niveau, on va le faire sur des SSD hyper rapides du style NVMe et compagnie, ou la technologie spécifique à Intel dont je ne me souviens plus le nom. Journal de transaction. Alors là, il y a un souci, c'est que dans Postgres, on est bien en multibase, mais on a un seul journal de transaction pour l'ensemble du cluster. Dans SQL Server, on a un journal par base de données et on peut avoir d'autres journaux spécifiques. Par exemple, si vous faites du file stream, il existe un log spécifique du file stream. Si vous faites du in-memory, la journalisation ne passe pas par le journal de transaction des tables relationnelles. Enfin, pour les objets temporaires, il existe une base dédiée dans SQL Server. Il me semble qu'il est possible dans Postgres, mais je n'ai pas retrouvé l'information, de pouvoir dédier un tablespace spécifique pour les objets temporaires. Alors, le fait de ne pas gérer le stockage de manière interne dans Postgres permet de supprimer un fichier sans que le SGBD s'en aperçoive. Alors, on va s'amuser à faire un petit exemple. Je vais me mettre sur Postgres et puis on va aller voir ici une table. On va aller se prendre une petite table. J'ai mis mes tables dans le schéma public. Et puis, je vais créer une nouvelle table que je vais appeler, je vais la faire quand même avec du code parce que sinon, vous allez m'engueuler comme du poisson pourri. Donc voilà, je vais faire create table, table, entre parenthèses. Et il n'a pas compris d'ailleurs que je voulais appeler ma table table. Et je vais appeler ma colonne, évidemment colonne, sinon c'est pas drôle. Colonne int, OK.
Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder dans le système d'exploitation où est située cette base de données. Alors, en fait, je ne me suis pas embêté, hein. J'ai mis cette base de données dans l'architecture par défaut. OK, on va trouver ça quelque part par là. OK, et je vais aller trouver ma base de données, ma table, mes données. Où sont-elles? Où sont-elles d'autres? Alors, regardons. 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. On est le 3, 4. Alors, j'arrive pas à trouver. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il faudrait que j'aille retrouver où est stockée ma base de données. Alors, je me souviens plus quelle est la commande d'ailleurs pour aller regarder où est stockée ma base de données. Mais regardons un simple truc. On ne va pas s'embêter. On va aller prendre n'importe quelle table. On va supprimer ces tables-là, par exemple. Comme vous le voyez, ben, j'ai pu supprimer des tables dans Postgres et c'est totalement fini. Je ne pourrai pas les récupérer. Si je fais la même chose dans SQL Server, si je tente de faire la même chose dans SQL Server, je vais prendre n'importe quelle base de données. Alors mes bases de données, malheureusement, il faut que je redémarre parce qu'elles sont stockées. Je vais redémarrer vite fait mon serveur parce qu'elles sont stockées sur un SAN qui est derrière, que vous voyez sans doute, mais qui a l'inconvénient. Tiens, il n'a pas voulu redémarrer? Bon, il n'est pas d'accord, c'est reparti, OK. Oui, il a l'inconvénient d'avoir évidemment un attachement ISCSI, et le lien ISCSI n'est pas disponible tout de suite alors que SQL Server a commencé à travailler. Du coup, vous voyez que toutes mes bases sont marquées en récupération en attente, ce qui n'est pas bien grave. Il suffit maintenant que je fasse un refresh. Et je pense que toutes mes bases de données vont à nouveau être disponibles. Alors, je vais aller voir, par exemple, cette base de données. Je vais juste regarder où sont ces fichiers. OK, donc mes fichiers, ils sont où? Ils sont là. Donc, ce que l'on va faire, H, database, SQL 2019 FBIN data 2. Donc, je vais aller regarder ça. Donc, H, database, SQL, bin, hein, OK, data. Bon, prenons n'importe laquelle. Voilà, je prends ce truc-là, je fais supprimer. Vous devez disposer des droits, bah oui, OK. Et comme vous le voyez, cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans SQL Server. Oui, parce que SQL Server, il va hooker les fichiers pour les protéger tant qu'ils fonctionnent. Évidemment, s'ils ne fonctionnent pas, il ne peut pas le faire. Alors que ça n'existe pas. Et alors, le plus drôle, c'est que votre base de données Postgres va continuer à pouvoir accepter des inserts, des updates, des deletes dans la table, sans jamais vous informer quoi que ce soit. Il faut aller dans les logs de Postgres pour savoir que, eh ben, il ne peut plus écrire dans le fichier de données, ce qui est quand même un petit peu léger. OK. En ce qui concerne l'architecture avancée, SQL Server n'a pas de in-memory. Il a du stockage vertical par l'intermédiaire d'une version payante qui s'appelle Fujitsu, mais sinon ça n'existe pas. Il n'a pas de table de graphes, il n'a pas de big table. On est limité à 1600 colonnes dans Postgres, on peut aller jusqu'à 30 000 colonnes dans SQL Server. Il n'a pas de stockage de documents tel que le file stream, qui est l'équivalent du DB-Link de la norme ou du file table. Il n'a pas la possibilité de faire du NoSQL avec des paires de tables clé-value, etc., etc. Au niveau de la compression des données, ça n'existe pas. Alors ça, pour information, ça a été un des grands problèmes qui a fait que la JCarco s'est complètement plantée, parce que la JCarco voulait absolument passer dans le tout libre. Ils avaient une base de données DB2, et un grand informaticien, un but de sa personne, avait dit « Oh, on va aller sur Postgres, vous allez voir, ça va aller mieux ». Évidemment, les performances n'étaient pas du tout là, parce que c'est presque plusieurs téraoctets, hein, la JClarco. Et évidemment, ce qui manquait surtout, c'était la compression des données pour arriver à des performances à peu près correctes. Mais il y avait plein de requêtes aussi qui donnaient des temps de réponse tout à fait catastrophiques.
Alors, le partitionnement existe dans Postgres, mais il est hybride et non générique. Alors, quand je dis hybride, c'est-à-dire que ça n'est pas un partitionnement direct, il faut créer des tables supplémentaires, et il n'est pas générique, c'est-à-dire que si vous voulez partitionner plusieurs tables, eh bien, il faudra à chaque fois refaire le processus. Autrement dit, si vous avez une trentaine de tables à partitionner, il faudra recommencer 30 fois ce processus pour les 30 tables, et si vous partitionnez en 10, il faudra donc créer 300 tables. Au niveau des jointures interbases, SQL Server fait des jointures entre des tables de différentes bases sans aucun souci. Elles sont aussi optimisées que n'importe quelle jointure intrabase. Ça n'existe pas dans Postgres. Et on peut éventuellement faire des jointures par l'intermédiaire d'un DB-Link, c'est-à-dire créer un outil qui va faire la correspondance entre les deux base de données, mais dans ce cas-là, il fait un remote join, c'est-à-dire qu'il va prendre une table temporaire, verser les données de la table distante dans l'espace temporaire de la base locale, et ensuite faire la jointure. Évidemment, comme il n'y aura pas d'index, ce sera tout à fait catastrophique. Le niveau du SQL est tout à fait partiel dans Postgres. Il n'y a que XPath 1, et il est total dans SQL Server avec des fonctionnalités avancées dont je reparlerai un petit peu rapidement. Enfin, Postgres ne dispose pas d'index XML, donc on peut dire que le XML dans Postgres est je dirais très peu exploitable par rapport à ce que fait SQL Server ou IBM DB2 ou Oracle d'ailleurs. Si on regarde un petit peu plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le même document. Oui, ça ne va pas, j'ai remis 2 fois le même document, dites donc ça va pas. En ce qui concerne la conformité au SQL, alors, Postgres a longtemps été, pendant, je dirais, la période des années début 2000, quelque chose de très conforme à la norme SQL. C'était plutôt très intéressant. Et SQL Server, qui venait de Sybase, avait encore quelques petites scories de Skybase. Et manque de peau, ils n'ont pas suivi chez Postgres. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et donc aujourd'hui, ils sont tout à fait à la traîne sur le SQL. On peut prendre plusieurs exemples. Il n'y a toujours pas la commande merge. Il n'y a pas les tables temporelles. En ce qui concerne les niveaux d'isolation transactionnelle, on est toujours limité à 3 niveaux d'isolation transactionnelle, alors que dans SQL Server, on a les 4 niveaux plus la déclinaison verrouillage pessimiste-optimiste. Il n'y a pas de... Alors ça surprend souvent les gens quand je dis dans PostgreSQL, la notion de procédure stockée n'existe pas. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la norme SQL nous dit la chose suivante. Une procédure, c'est quelque chose qui peut faire des transactions explicites, qui peut appeler d'autres procédures et qui va modifier l'état de la base de données. Donc, faire des insert, update, delete, voire des create, alter, drop, etc. Bien, on va en reparler. Et les fonctions, encore une fois, c'est la norme SQL qui le dit, les fonctions n'ont que le droit de lire la base, mais elles n'ont pas le droit d'écrire. Alors d'ailleurs, ça a été très mal interprété par Postgres, parce que dans la norme, c'est précisé, une fonction peut néanmoins écrire à condition qu'elle n'écrive que des objets locaux, mais pas des objets de la base. Manque de peau, ils n'ont pas dû bien lire quand ils ont fait ça, donc ils ont tout mis dans des fonctions qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Et là, on a vraiment un gros souci, je dirais, de sécurité. Donc c'est pour ça que je dis les procédures, ben non, ça n'existe pas telles quelles, alors qu'elles sont conformes, je dirais, dans SQL Server, mais on passe par des fonctions. Donc les fonctions sont toujours atomiques. Vous ne pouvez pas piloter des transactions à l'intérieur des fonctions, comme on peut le faire dans SQL Server, ou dans SQL Server, on peut faire du begin transaction, commit, save point, ce qu'on veut, etc. Rollback to save point, etc. Et en ce qui concerne les UDF, c'est la problématique de l'écriture, puisqu'on a bien des fonctions dans Postgres, mais elles peuvent écrire des informations, ce qui n'est pas toléré dans la norme. Mais elles ne peuvent toujours pas, évidemment, faire de transactions. Alors, il y a peu de temps, j'ai commencé une série d'articles, et c'est pour ça que Rudy m'a dit, tiens, ce serait bien que tu fasses quelque chose sur ce sujet. J'ai commencé une série d'articles pour parler de SQL Server, parler des performances comparatives entre Postgres et SQL Server. Alors, ça m'est venu parce que j'ai un client qui m'a dit, oui, de toute façon, maintenant, on en a marre de payer des licences, donc on va tout passer sous Postgres. Et ils avaient un ERP interne, et cet ERP interne, eh bien, il faut savoir que c'était quand même un gros truc.
Et le gars m'a dit, bon voilà, je voudrais un devis pour passer de SQL Server à Postgres. Il faut savoir que leur base de données, c'était quand même plusieurs centaines, je crois 500, 600 gigas à l'époque, il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Il y avait environ 2000 procédures stockées, plusieurs centaines de triggers, 300 ou 400 UDF, y compris des UDF tables, des choses comme ça. Bon, utilisation assez massive du XML. Et je lui ai dit, bah, écoutez, vous êtes sûr que vous voulez vraiment... oui, je suis sûr de moi, j'ai déjà fait ça dans d'autres boîtes, donc allons-y, on fait passer tout sous Postgres. Et donc, je lui ai rendu un devis avec 2000 journées de travail pour convertir les 2000 procédures stockées, en lui disant, je ne peux absolument pas garantir que les résultats seront identiques, donc vous faites ce que vous voulez. Évidemment, il n'a pas donné suite, mais ça m'a donné l'idée de faire cette série d'articles. Alors, dans cette série d'articles, on va trouver un premier article, c'est les performances des commandes pour le DBA. Alors, je vais juste vous montrer l'article vite fait, et je vais en reparler. Donc, voici l'article, c'est sur mon site qui s'appelle mssqlserver.fr. Et voici les conclusions. Alors, je le dis tout de suite, cette série de tests a été faite sur la machine sur laquelle je travaille, qui n'est pas tout à fait une petite machine. C'est une machine qui possède 48 cœurs et si on regarde, elle a 128 gigas de RAM. Vous voyez, c'est mon petit PC de travail personnel. Bon, eh ben, voilà, j'ai mis Postgres, j'ai mis SQL Server et qu'est-ce qu'on constate? Tout ce qui est copy, bulk insert, 153 d'un côté, 33 de l'autre. Create index, là, c'est encore pire. La maintenance des tables et des index. Alors attention, la maintenance des tables et des index, on la fait rarement dans Postgres. D'abord, parce que quand on voit les différences de vitesse, bon. Deuxièmement, parce que c'est bloquant dans Postgres, alors que dans SQL Server, on peut le faire en mode online. Donc voilà, c'est pas très très simple. Enfin, il y a des choses qui sont possibles en Postgres en mode online, puisque les index, on peut désormais les créer en mode online, mais pas tout. Les tables, par exemple, c'est pas possible. La maintenance des statistiques, on voit aussi là une grosse différence. Les backups qui sont 4 fois plus longs, on va dire, et les restores, là, n'en parlons pas, c'est un peu la catastrophe. Donc, je dirais que ça, il faut se méfier. En ce qui concerne les travaux de DBA, alors, je dis que table et index maintenance, ce n'est pas une obligation de le faire tous les jours dans Postgres. Il faut savoir que SQL Server utilise des index clustered, et c'est bon de les défragmenter, on peut les défragmenter sans aucun problème. En revanche, défragmenter une table dans Postgres, ça la bloque entièrement. Et en plus, ça bloque tous les autres index aussi. Donc, c'est évidemment une chose qu'on fait assez rarement, de la même façon qu'on le fait assez rarement en Oracle pour les mêmes raisons. Alors qu'on on fait ce genre de travaux dans SQL Server. Parmi les pires performances, ce sont les counts. Alors ça, je ne me suis jamais très bien expliqué ce qui se passait, mais l'explication la plus probable de cette problématique est liée à quelque chose qui s'appelle MVCC. Alors, je vais vous montrer l'article, là aussi, qui traite de ce sujet-là, que vous allez trouver sur mon site. Performance des requêtes avec count, bon, vous voyez, etc., etc. Vous pourrez évidemment reprendre la chose. Alors là, on a des performances qui sont totalement hallucinantes. C'est-à-dire qu'un count sans index, bon, il met 10 fois plus de temps dans Postgres, mais un count distinct, là, il est 500 fois moins rapide dans Postgres. Donc là, il y a des choses que je ne m'explique pas vraiment. Je pense qu'ils n'ont pas dû lire les articles sur la technologie pour arriver à faire ce genre de choses. Et count avec index, on s'aperçoit que c'est moins rapide dans les deux cas. Bon, très bien. Un petit peu plus rapide, le count distinct avec index. Par contre, dans SQL Server, il est un petit peu plus rapide, mais guère. Et alors, une fois qu'on met des index verticaux dans SQL Server, là, on a des écarts qui sont plus que spectaculaires. Alors, si on prend l'exemple du count distinct avec un index vertical, bien regardez, là, on est à 34 000, 31 000, on est environ à 1400 fois plus rapide dans SQL Server que dans Postgres. Alors, en général, vous irez voir sur les forums et les gens me disent « Oui, mais vous faites vos tests sur Windows, c'est vachement mieux dans Linux. » Évidemment, on pourrait faire les tests sous Linux, ça donnerait évidemment à peu près la même chose. Il faut savoir que SQL Server est un petit peu plus rapide sous Linux que sous Windows, et ça s'explique très bien. On a vu des choses être 8 à 15 fois plus rapides, 8
à 15% plus rapide sous Linux que sous Windows dans SQL Server. Au niveau de la sécurité, la notion de compte de connexion n'existe pas dans Postgres. On se connecte directement en tant qu'utilisateur SQL. Le chiffrement, il n'est pas intégré à Postgres. Alors ça pose des problèmes de sécurité. Il faut utiliser une contribution qui s'appelle PG Crypto. Cette contribution, malheureusement, elle l'oblige à exposer les clés quelque part dans le code. Donc, ce n'est pas terrible. Alors que dans SQL Server, on n'a pas du tout l'obligation d'exposer les clés. On a même des mécanismes d'auto-décodage, d'auto-déchiffrement à base de certificats, etc. etc. Bon. Voir, parce que c'est un petit peu sioux, mais c'est très intéressant de travailler. Enfin, ce qu'il faut dire aussi sur cette chose-là, c'est que si vous prenez, je dirais, un fichier quelconque de Postgres, vous pourrez toujours, si vous connaissez la clé, bien entendu, le déchiffrer à la main sans Postgres. Ceci n'est pas possible dans SQL Server puisque les clés sont imbriquées les unes dans les autres. Autrement dit, il y a une hiérarchie des clés dans SQL Server, une dépendance des clés, et donc il faut connaître la clé du niveau supérieur pour pouvoir chiffrer et déchiffrer. Enfin, il n'est pas possible de chiffrer avec un boîtier externe. Il existe ce qu'on appelle des HSM. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un HSM, Hardware Security Module, mais ce sont des modules électroniques dont la particularité, en voici un, dont la particularité est de s'autodétruire en cas de viol pour essayer d'accéder aux clés. Ça n'existe pas dans Postgres. Le chiffrement transparent des données, TDE, n'existe pas non plus dans Postgres. Enfin, en ce qui concerne les failles de sécurité, on a un nombre plus important de failles de sécurité dans Postgres que dans SQL Server, mais je voudrais juste vous rappeler une chose. SQL Server, ce n'est pas que le moteur transactionnel. C'est aussi le moteur BI, SSAS, c'est aussi SSIS et c'est aussi SSRS. Donc, dans les 87 failles de sécurité recensées, il y a à peu près 10 fois plus de code que dans les 116 de Postgres. Malheureusement, je dois le dire, Postgres fait partie avec MySQL et Oracle des bases de données les moins fiables en termes de failles de sécurité. C'est assez problématique. Alors, quelques bugs d'exploitation. Alors ça, on a quelques bugs dans Postgres qui sont là depuis des années et qui posent vraiment des gros problèmes. Alors, je vais vous faire quand même quelques petites démos parce que là, ça mérite vraiment que l'on voit les choses. Donc déjà, si je comprends bien, tu recommandes fortement l'utilisation de Postgres. Et bien, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Moi, je trouve absurde l'utilisation de SQL Server quand on a des logiciels qui sont des logiciels extrêmement simples. Par exemple, je ne vois pas l'intérêt de faire une comptabilité dans du SQL Server, ça conviendrait très bien à Postgres. De faire la gestion des ressources humaines, la paye et compagnie dans SQL Server, je vois pas l'intérêt, ça conviendrait très bien. Alors, je vais en parler justement des logiciels, je dirais, dans quel cas Postgres est-il recommandé? Alors, allons-y, where C égale, je vais baisser un petit peu cette chose-là, where C égale 123.45. Oui, 123.45, voilà. Alors, j'ai oublié de créer mes trucs, donc c'est pas gentil. Il n'est pas gentil avec moi. Je crée quand même ma table. Et tu as mis un E à $. Et en plus, j'ai mis un E. Je ne sais pas pourquoi je veux mettre un E à $. Sans doute parce que ça doit être féminin. Pardon, where, j'avais mis C, je ne sais pas pourquoi ça s'est enlevé. Comme quoi, je fais vraiment des bêtises. Alors, c'est extrêmement intéressant. Vous ne pouvez pas retrouver vos 123.45. Et pour quelle raison? Eh bien, il vous le dit, l'opérateur n'existe pas, money égale numérique. Autrement dit, ce n'est pas que money, c'est du numérique. Celle-là, il faut quand même être gratiné pour voir que, ah ben non, alors donc il faut que je caste mon money. Vous imaginez le bordel dans une comptabilité. Bon, c'est pas très heureux cette chose-là. De toute façon, entre nous, évitez le type money, que ce soit
ce type-là ou celui de SQL Server, c'est une véritable imbécilité. Le retour à la ligne, erreur silencieuse. Ah oui, alors celle-là, j'aime beaucoup aussi celle-là, c'est assez sympa. Regardons. Alors, je vais prendre une autre table, je vais l'appeler entier. Voilà, c'est int. Et voilà. Bien. Et donc, je ne vais même pas mettre de choses là-dedans. Select étoile from entier. Where quoi? Je vais faire c'est in 1, 2. Alors, regardez, il me dit erreur de syntaxe. Erreur de syntaxe. Voilà, donc là, c'est passé. Et alors, j'ai un cas particulier pour celui-là qui est assez rigolo. Donc, je vais aller vous le retrouver. Il faut que j'aille sur ma petite série. Et mince. Ah. Je ne sais pas pourquoi, je suis revenu en arrière sur mon... Voilà. CTRL F et Select. Bon, j'ai une question et j'ai la même. J'ai pas compris l'erreur silencieuse dans le retour chariot. Justement, je suis en train de vous la super, merci. Et évidemment, je l'ai mal faite. Du coup, alors je vais vous la faire différemment. Create table data et je vais mettre varchar 32. Ok, create table string et select étoile from string where data in, et là on va mettre A 1 et 2 par exemple, pourquoi pas. Je vais mettre plutôt A et B pour qu'on voit bien que ce soit des littéraux. A et B, ok. Donc ici, je vais simplement mettre ceci comme ça. Ok. Conclusion. Avant, il manquait une virgule quand tu étais sur une seule ligne. Et il manque toujours une virgule. Sauf que là, bah, il s'en fout, il est d'accord. Il vous renvoie quoi? On ne sait pas. Alors, c'est un bug qui existe depuis des années, qui est quand même assez étrange. Donc, j'ai un conseil à vous donner. Surtout, n'indentez pas vos requêtes dans Postgres. Il semble que certains retours chariots provoquent des trucs dont on ne maîtrise pas très bien ce qu'il faut. OK. Les collations insensibles ou sensibles à la casse. Alors ça fait partie des choses qui n'existaient pas dans Postgres pendant très longtemps. Donc Postgres était toujours sensible à la casse et sensible aux accents. Ils ont voulu faire des collations, alors soi-disant au standard, ICU, machin chose, alors que SQL Server fait ça depuis la version 7, donc c'est quand même une vieille version. Et alors donc ce qui se passe, c'est qu'on a un bug assez problématique qui est que dans certains cas, vous avez le like qui provoque une erreur. Alors, je vais vous montrer un petit exemple aussi. Il faut que j'aille sur développer.net. Alors, je vais essayer de le retrouver parce que sinon ça ne va pas être juste. Merde, pardon, excusez-moi.
Je vais prendre Google. Si je prends Google, ça va mieux. Parce que j'ai pas eu le temps de reprendre. Évidemment, j'avais mon ordinateur en panne tout à l'heure. Donc, j'ai été obligé de le redémarrer. Du coup, j'ai pas pu reprendre tous les liens que je voulais, que j'avais mis dans... alors, Postgres. Mets-toi sur Linux. Collation. Ben ouais, il va falloir que je fasse ça. C'est ça le problème. C'est une erreur non déterministique. Alors, allons voir cette erreur qui est assez problématique. En fait, lorsque vous allez utiliser le like, eh bien, ça va péter. Il va vous pondre, et merde, il va vous pondre une jolie erreur qui va être de dire, oh là là, ben vous allez voir, la collation n'est pas déterministe. Alors, on ne sait pas ce que c'est qu'une collation non déterministe, mais bon, c'est assez rigolo. Alors, j'essaye de vous montrer le problème. Je n'arrive pas à vous montrer le truc, mais voilà. Voilà, donc ici, on prend... Je ne vais pas vous le faire en live parce que malheureusement, ça va être un peu trop tard. Mais ici, on crée une collation qui est une collation ICU. Une collation, alors il faut la créer, voilà, ICU. On lui dit que c'est une collation qui permet de faire ceci, cela. Et ce qui se passe, si on utilise le like, alors du coup, on a cette fameuse erreur qui est la collation non déterministe. Alors, je vais essayer de vous montrer l'erreur exacte. Voilà, donc ici, voilà, on crée de collation. Tiens, je vais vous le faire, ça va aller plus vite. Voilà. Donc, je vais faire string 2, varchar 32. Alors, il faut d'abord que je crée la collation. OK. Je crois qu'elle a déjà été créée, d'ailleurs. Voilà, il existe déjà. Donc, on va maintenant le mettre là. OK. OK, maintenant, pourquoi j'ai oublié de mettre le mot-clé Colette, évidemment, sinon c'est pas drôle. OK, donc maintenant la table est collée, est créée, et on va simplement faire string 2, where data like 3%. OK, donc là, il est d'accord. Et si je dis pas de bêtises, si je lui rajoute ça... Alors, évidemment, la table n'a pas de données, donc il faudrait que je mette quand même quelques données. Insert into string de values. OK. Voilà. Les collationnements non déterministes ne sont pas supportés dans le like. Alors, c'est assez étrange parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un collationnement non déterministe, puisque une collation, c'est je prends des lettres d'un ensemble de départ, à toute lettre d'un ensemble des départs correspond une lettre à l'ensemble d'arrivée. Elle est en minuscule, elle est en majuscule, elle est accentuée, elle est plus accentuée, etc. Donc lui, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire et vraiment, ça pose d'énormes problèmes. Alors, je n'ai pas été exhaustif, je n'ai trouvé que le like qui ne fonctionne pas, mais quand vous venez de bases de données SQL Server qui, par défaut, sont souvent à collation insensible, se priver du like, c'est juste une problématique. Alors, on a le e-like qui permet dans Postgres de contourner le problème de casse, mais on n'a pas de possibilité pour les caractères accentués. Donc déjà, avec le e-like, il faut réécrire toutes les requêtes qui utilisent le like, ce qui n'est pas simple. Mais en plus, pour les caractères accentués, on n'a absolument aucune solution de contournement. Quelques erreurs dans information schéma. Et alors, une des pires erreurs que je trouve, qui a été considérée d'ailleurs comme une faille de sécurité, c'est que par défaut, quand vous créez des objets dans une base de données, ils sont mis dans le schéma public. Le problème du schéma public, c'est qu'il override tout ce qui est créé par défaut dans Postgres. Par exemple, vous écrivez une fonction upper dans le schéma public, elle va remplacer la fonction upper par défaut de Postgres. Donc, si vous écrivez une fonction upper qui fait du drop de table, ce que vous avez parfaitement le droit d'écrire,
eh bien, vous pourrissez votre base de données, ce qui est quand même une grosse faille de sécurité. Alors évidemment, il y a des solutions là de contournement qui consistent à dire, bah oui, mais alors on ne met pas le schéma public en tant que schéma par défaut dans le pass, mais du coup, vous êtes obligé de réécrire votre application, parce que si votre application, elle ne précisait pas le schéma public, il faudra désormais que toutes vos tables, toutes vos procédures, toutes vos vues soient précédées du préfixe public pour pouvoir retrouver ces petits. Donc, ce n'est pas une petite affaire que cette chose-là. Je n'ai pas trouvé de bug d'exploitation dans SQL Server. Alors, comme on a plein de gens qui sont des spécialistes de SQL Server, si vous m'en trouvez, dites-le moi, mais moi, j'en ai pas trouvé. Il y a parfois des trucs assez bizarres dont on se demande qu'est-ce qui se passe dans SQL Server. Moi-même, je me suis fait piéger plusieurs fois sur des trucs et des machins, mais ils sont logiques. On pourrait se dire, oh, c'est un bug. Ah ben non, finalement, c'est parfaitement logique. Mais je n'en connais pas. Alors, en ce qui concerne les points noirs du dev, c'est le transtypage, la mise à jour d'unicité, les collations, le XML et la gestion des transactions. On a vu un petit peu le transtypage avec Moni, donc je ne vais pas revenir dessus, mais par exemple, quand vous prenez deux varchars et que vous les accolez par une concaténation, eh bien, ça ne donnera pas, par exemple, si je prends deux varchars 32, ça devrait donner un varchar 64. Eh bien non, dans Postgres, ça donne un texte, c'est-à-dire quelque chose de très vaste. Alors ça peut poser des problèmes quand on fait certaines requêtes. Mise à jour d'unicité. Alors ça fait partie des gros problèmes que l'on retrouve d'ailleurs dans MySQL, c'est que je ne peux pas mettre à jour des informations qui sont uniques de façon très simple. Je vous donne un petit exemple. Ici, je vais rajouter une contrainte d'unicité, alter table string 2 add unique, donc data. OK. Eh bien, regardez, je vais mettre ici bien. Et maintenant, regardez l'update que je voudrais faire. Update string 2 case data when a then b else a. Bien. Autrement dit, la valeur A devient B et la valeur B devient A. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, j'ai oublié de mettre data égale. Data égale. Voilà. Data égale. Case, tagadagada. Bien. La valeur d'une clé du Python rend la contrainte unique string data key. Ben oui, mais je suis désolé. Soit on est transactionnel, soit on ne l'est pas. Autrement dit, le problème, c'est que Postgres check ses contraintes ligne par ligne. Or, le principe des bases de données relationnelles, et ça fonctionne très bien dans SQL Server, c'est tout simplement de permettre la mise à jour, évidemment, des bases de données sans que j'ai de problématiques pour aller mettre à jour n'importe quelle table, y compris si elle a des contraintes d'unicité ou des contraintes clés. Imaginons par exemple que vous voudriez renuméroter des factures, changer un numéro de facture parce que vous avez inversé de facture. C'est difficile à faire, c'est pas impossible, hein. C'est difficile à faire. Il faut faire ce qu'on appelle une contrainte déférée. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez fait votre contrainte déférée, vous allez pouvoir faire votre update et il faudra évidemment empêcher ce déferrement une seconde fois. Alors, je vais vous montrer vite fait. Oui, il te reste une dizaine de minutes, mais on peut dépasser un petit peu. Et je pense que de toute façon, c'est pas très grave si on dépasse, je crois qu'il n'y a plus personne. Mais dans SQL Server, le soir approche. Dans toutes les bases de données, je dirais relationnelles classiques, c'est pas un souci. Et merde, pourquoi ça paraît... Ah oui, ça, le copier-coller, je trouve qu'il marche pas très bien là-dedans. Copier. Allons voir si ça marche. Voilà, c'est mieux. Donc allons-y, je fais la même chose dans la base de données SQL Server. Évidemment, Colette French AI ne connaît pas, ça c'est pas grave. Je recommence, voilà. Et si je fais ça,
il n'y a aucun souci, ça passe parfaitement. Donc voilà, donc ça, c'est pas très pratique, mais il y a une solution de contournement. C'est pas quelque chose que l'on fait non plus très souvent, donc c'est pas le plus gênant. On a parlé donc des collations, on a parlé du XML, et en ce qui concerne la gestion des transactions, on a deux soucis. Le premier souci, c'est que Postgres ne supporte pas les transactions déclaratives à l'intérieur du code PG-PL-SQL, donc du code des fonctions Postgres. Et d'autre part, il ne sait pas gérer les transactions imbriquées. Donc, si vous avez une procédure qui appelle une autre procédure, chacun ayant leur transaction, vous savez que le concept de transaction imbriquée n'existe pas réellement, puisque je suis dans un état de transaction implicite ou pas, mais il faut pouvoir gérer ces multiples appels de begin transaction et savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un commit, un rollback? Il y a toute une technique, il y a des gens qui utilisent le attach count, il y a des gens qui utilisent le try-catch. Mais voilà, il faut savoir où on en est dans l'imbrication des transactions, qui n'est que cosmétique. Mais ça, ce n'est pas du tout géré dans Postgres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit souci? Alors, le pire du pire, pour moi, c'est le fonctionnement de MVCC. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est MVCC. Alors, je parlais tout à l'heure en vous disant que j'avais fait une série d'articles. Dans la série d'articles que j'ai écrits, je viens de mettre le dernier en ligne. Cet article est immense. Hein. Il est en réponse à un article qui avait été fait par Entreprise DB en disant oui, de toute façon, SQL Server c'est meilleur, extremely detailed comparison. C'est un article qui est pourri d'incohérences, de fausseté, de beaucoup de choses qui sont nullissimes. Je vous en citerai juste une qui est assez croustillante. Regardez celle-là. Dans SQL Server, il faudrait faire select AVG colon égale AVG. Bon, pour tous ceux qui maîtrisent un tout petit peu SQL Server, évidemment, ça passe pas. Donc, ça prouve que le gars, il a rédigé des trucs sans jamais tester. Enfin bon, je passerai là-dessus. Mais c'est un article qui est très populaire chez les gens de Postgres. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais faire un contre-article. Et donc, j'ai fait cet article en disant... Alors, je l'ai fait en anglais, je suis en train de le traduire en français. Je suis en train de me traduire en français. Et donc, j'ai repris point par point l'ensemble de ces choses. Et une des choses les plus importantes, c'est le fonctionnement de MVCC pour comprendre pourquoi tout cela pose un problème. En fait, je pense que, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, je vais faire appel à mon ami Rudy, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du verrouillage optimiste avec le versionnement des lignes? Ce qu'on appelle l'isolation snapshot en SQL Server. L'isolation snapshot, le read committed snapshot, etc., etc. Bien. Donc, dans Oracle ou dans Postgres, on n'a pas le choix. On est toujours en verrouillage optimiste. On ne peut pas passer en verrouillage pessimiste. Pour faire ceci, il faut donc gérer des versions de lignes. Pour gérer des versions de lignes, chaque SGBD a pris une technique. Dans Oracle, c'est le journal de transaction qui sert pour avoir les anciennes versions des lignes. Dans SQL Server, c'est la TownDB qui sert à gérer les versions copiées des lignes. Et enfin, dans Postgres, eh bien, figurez-vous que c'est à l'intérieur des tables que sont gérées les lignes. Et ça, c'est le point noir dans Postgres. Alors, je m'explique. Eh bien, si vous avez 10 personnes qui vont tenter le même update sur la même ligne, eh bien, dans la page de la table, il va y avoir 10 versions de la même ligne qui vont être générées, une pour chacun des acteurs qui va faire l'update qu'il veut, etc. Le problème, c'est que ces lignes étant générées dans la page, il n'y en aura à la fin qu'une seule de bonne, une fois que toutes les transactions seront passées. Vous voyez, problème. Vous avez donc une page qui est enflée de 9 lignes inutiles, qui sont maintenant ce qu'on appelle des ghost records, qu'il va falloir aller nettoyer. Dans ce cas, vous avez un truc qui s'appelle auto-vacuum qui passe. Manque de bol, auto-vacuum, il fait un verrouillage exclusif pour aller retirer les lignes. Vous pouvez éventuellement faire une maintenance de ligne, désactiver auto-vacuum et faire une maintenance de nuit qui est aussi bloquante. Et vous allez avoir le même problématique, c'est-à-dire qu'il faudra nettoyer des centaines et des centaines et des centaines, des milliers, des millions de pages pour aller virer ces lignes. Et ça, c'est le point noir catastrophique. C'est un point noir parce qu'il bouffe énormément de cache. Dans Oracle, c'est le journal de transaction, donc ça bouffe pas de cache. Ça bouffe transitoirement du cache pour les gens
qui ont utilisé le versionning, mais une fois qu'ils ont utilisé le versionning, ce cache disparaît. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas opération du cache. Dans SQL Server, on a fait la même chose, sauf qu'on a mis les versionning de lignes dans la tente DB. Bon, donc du coup, dès que les lignes ont été utilisées, elles partent du cache. Mais dans Postgres, les lignes, elles sont encore dans la page. Donc votre page, elle est augmentée de 10 lignes jusqu'à ce que le mécanisme de auto-vacuum, etc. passe. Donc du coup, une partie du cache, c'est des poids morts qui vont être éventuellement nettoyés. Problème, c'est que auto-vacuum, il génère des deadlocks. Donc, il n'est pas conseillé, si on a une forte activité transactionnelle, d'utiliser auto-vacuum. Mais si vous avez une forte activité transactionnelle, ça veut dire que vous avez beaucoup de lignes fantômes. Donc, vous avez beaucoup de cache qui ne sert à rien. Donc, c'est assez paradoxal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore plus subtil, c'est que le cache n'est pas libéré tout de suite. Donc, dans certaines conditions de lecture à l'intérieur de modules de code, il est possible que vous lisiez encore une valeur qui n'est pas la bonne. Cette situation a conduit Uber à changer, à arrêter Postgres parce qu'ils avaient de fausses informations pour aller, tiens, devinez sur quel EGBD Uber est parti, et je pense que... MySQL en plus. Oui, sur MySQL. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc, voilà. Bon, ça, c'est vraiment une aberration. Bon. Voilà, c'est vraiment la plaie, et c'est vraiment un incontournable du moteur. Et par exemple, on peut prendre un exemple très simple, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin utilise massivement du Postgres. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais ils ont des téraoctets », ce qui est totalement faux. Ils n'ont pas des téraoctets. Ils ont 120 instances de Postgres avec parfois quelques centaines de gigas. La plupart du temps, c'est des dizaines de gigas. Ce n'est pas la même chose qu'avoir une base de données de 5 ou 10 téraoctets, comme on en trouve chez VP, chez comment il s'appelle, Cdiscount ou Fnac.com. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et ils sont obligés d'arrêter les serveurs la nuit pour faire la maintenance. Donc, si vous passez une annonce dans Le Bon Coin la nuit, sachez qu'elle sera mise dans un tuyau qui redémarrera le lendemain pour pouvoir mettre en ligne votre annonce. Bien. Partitionnement, j'en ai déjà parlé. Le partitionnement, il est problématique puisqu'il n'est pas générique et il oblige à faire beaucoup de code pour arriver à faire cette chose-là. Et il oblige à créer beaucoup de tables, etc. En plus de ça, il a été fait en copiant, encore une fois, Oracle. Alors, il y a plusieurs problèmes dans Oracle. Par exemple, on peut faire des partitions qui se chevauchent. On peut faire des partitions dans lesquelles il y a des trous, alors que c'est impossible dans SQL Server. Je vais parler aussi des stats de l'optimiseur, qui sont un vrai point noir. Il est impossible de faire des stats complètes. On ne peut faire des stats que par échantillon. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'existe pas la possibilité de créer des stats en dehors des index et compagnie. Alors ça, c'est un vrai problème. Et enfin, il y a un truc assez rigolo. F5 est une fonction Linux, parce qu'on nous dit, ouais, Postgres, c'est vachement bien avec Linux, machin, mais enfin bon, ok. Sauf que Postgres a utilisé F5 sans jamais se rendre compte pendant 20 ans que de temps en temps, il y avait des écritures corrompues. D'ailleurs, et pour information, et je vais remercier mon collègue David Barbarin sur ce sujet, Microsoft a fait la même erreur dans SQL Server. Sauf que Postgres s'en est aperçu, il a fallu 20 ans. SQL Server, ils sont aperçus 3 mois après. Donc, quand on me dit que Postgres, ils corrigent très rapidement leurs erreurs, excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. David Barbara nous précise dans le chat que les prochaines versions de Postgres vont corriger, devraient corriger ce problème. Devraient corriger ce point noir. Ce n'est pas une petite affaire, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on a découvert ce problème, enfin 1 an et demi, on va dire, et c'est pas simple. C'est pas simple. Ça nécessite une refonte extrêmement importante du moteur Postgres. Je voudrais continuer sur le sujet. Alors, est-ce qu'il est possible de migrer de Postgres vers SQL Server? Il y a peu de problèmes en définitif. Il faut activer le read committed snapshot puisque Postgres ne fonctionne qu'en verrouillage optimiste. Or, ça correspond exactement au read committed snapshot. Il faut renommer les fonctions scalaires en UDF qui doivent utiliser un préfixe de schéma. Dans SQL Server, toutes les fonctions UDF que vous créez doivent utiliser un préfixe de schéma. Ceci afin justement de ne pas overrider les fonctions intégrées livrées par Microsoft. Par exemple, je ne peux pas overrider une fonction qui s'appelle upper, puisque je suis obligé de mettre dbo.upper. Enfin, transformer les fonctions tables et celles qui écrivent dans les procédures, il va falloir
les transformer sous forme de procédure. Et le paramétrage des arguments est différent, puisque vous avez remarqué que dans SQL Server, on faisait créer de procédure, on mettait tous les paramètres les uns avec le, sauf que là, comme on est dans des fonctions, il faut mettre des parenthèses. Donc je dirais que au niveau des typages, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du verrouillage, si vous activez le Read Committed Snapshot, ça va. Il y a le problème des routines UDF et procédures stockées qui demeurent, mais ça, je crois que c'est générique à toute base de données. Quand on passe de Oracle à SQL Server, etc., on a ce même genre de problème. Alors, dans quel cas, moi, je recommande Postgres? Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du SQL Server quand on a des bases de données qui ne dépassent pas, allez, une centaine d'utilisateurs, qui ne dépassent pas quelques centaines de gigaoctets, et pour lequel on a de larges temps de maintenance, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Autrement dit, la plupart des activités, je dirais, non spécifiquement productives de l'entreprise, telles que la paye, la compta, des choses comme ça, peuvent parfaitement utiliser des bases de données Postgres. Je donnerai un exemple. Cegid, qui est le logiciel le plus utilisé par les comptables, je ne vois aucun intérêt qu'il continue à utiliser du SQL Server, alors qu'effectivement, il pourrait parfaitement utiliser du Postgres et ce serait très bien. Ils auraient exactement les mêmes performances, il n'y a pas de souci. Sauf pour le count étoile, mais bon, le count en général est quand même pas très performant dans Postgres. Mais c'est des petits volumes, la comptabilité, ce n'est pas des gros volumes. Donc voilà les limites. Et en revanche, donc, migrer de SQL Server vers Postgres, ça pose pas mal de problèmes. Le code SQL Transact SQL est impossible à traduire s'il y a des collations insensibles à la casse ou aux accents, s'il y a la gestion des transactions dans les procédures, si vous avez des procédures qui renvoient de multiples datasets, il n'y a que SQL Server qui fait ça, ni Oracle, ni Postgres, ni IBM DB2 ne font ça. Si vous avez des déclencheurs DDL ou Logon, il y a des déclencheurs DDL dans Postgres, mais ils sont extrêmement limités. Et enfin, un autre truc assez rigolo, c'est que les identifiants dans Postgres sont limités à 63 caractères. Pour un GBD qui se dit respectueux de la norme, c'est quand même un peu curieux, puisque la norme nous dit 128 caractères pour les identifiants SQL, c'est-à-dire les noms de tables, les noms de colonnes, les noms de procédures, etc. Parmi les choses qui sont bloquantes, la manipulation du XML est extrêmement limitée dans Postgres. Là, il faut absolument tout réécrire. Alors, un petit exemple, vous ne pouvez pas mettre à jour un fragment de XML dans le XML. Ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre le XML, utiliser une application cliente qui va faire la modif et renvoyer l'intégralité du XML dans la table. C'est quand même pas... Et il n'y a pas d'index XML du tout. Alors, souvent, les gens me disent, mais si, on peut extraire un fragment XML scalaire et l'indexer. Mais ce n'est pas de l'indexation du XML. Ça n'existe pas dans Postgres. Les tables temporelles ne sont pas implémentées. Il y a une solution de contournement, mais elle est incomplète et relativement inefficace, puisqu'elle n'a pas notamment les opérateurs qu'il faudrait. Il n'y a pas de table in-memory, il n'y a pas de table de graphe, il n'y a pas de file stream, file table, il n'y a pas de change data capture. Et voilà, j'en ai un petit peu terminé de mon comparatif. Autrement dit, faites attention. Moi, j'aime bien Postgres. Je trouve que c'est le SGBD libre le plus abouti qui soit. Quand je vois MySQL et ses bugs complètement faramineux, je pleure. Quoique, il y a à peu près un an et demi, j'ai dit dans un forum, donc vous pouvez le retrouver, que enfin Oracle avait sorti une version qui était presque professionnelle de MySQL. Et ça m'a fait mal au cul de le dire, mais je dois reconnaître que de temps en temps, je suis honnête, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. En ce qui concerne Postgres, je suis vraiment très désolé de le voir de moins en moins apte à soutenir les charges et les problématiques fonctionnelles que nous avons aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va se faire bouffer, malgré le fait que beaucoup de gens se tournent vers Postgres, mais je crois qu'il y en a encore plus qui se tournent vers du MySQL merde. Pardon, j'ai dit le mot. Voilà, j'en ai terminé. Et maintenant, j'accepte toutes les questions. Donc, mon petit Rudy, vas-y, dis-moi. Alors, déjà, on va ouvrir les questions, mais bon, on t'a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Effectivement, il est 18h20. Je voulais juste dire un truc personnel. Ce que j'aime bien dans Postgres, c'est un peu la richesse du langage SQL et certaines, notamment
les intervalles de temps, ça c'est plutôt sympa. Ce serait bien qu'on ait ça dans Transact SQL. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'avais commencé à écrire un module en SQL CLR pour faire ça. Puis, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, c'était à une époque où je voulais vraiment travailler sur l'étape temporelle avant que ça n'existe. Parce que la norme l'avait prévu il y a très longtemps, mais ça s'est très mal passé au niveau de la norme. Et je voulais effectivement avoir des intervalles de temps. Et la norme a dit non aux intervalles de temps pour des raisons de performance, exactement. Ah, je croyais que c'était dans la norme. Et Non, alors, j'ai une question, enfin, c'est pas une question, c'est une remarque, mais je vais me faire plaisir parce que ça va te lancer dans un truc. Alors, c'est Mehdi qui dit: quelqu'un qui viendrait de DB2 trouverait pas normal que l'on ne puisse pas faire de comparaison de champs avec nul. Mais dans l'environnement Microsoft, c'est logique, entre guillemets. bah, la norme SQL nous dit tout simplement que le nul ne représente aucune valeur. Donc, on ne peut faire aucune comparaison. C'est aussi bête que ça. Et c'est parfaitement logique. Ça répond, je rappellerai quand même que c'est des mathématiques et que lorsque, en mathématiques, se présente quelque chose qui n'existe pas, vous ne pouvez appeler aucun opérateur. Donc, le nul, il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas le comparer à quoi que ce soit. La seule chose que l'on peut faire au niveau du nul, c'est tout simplement de se demander s'il est nul ou pas. Et ça, c'est la norme et c'est le fonctionnement normal d'un point de vue mathématique. Il y a d'ailleurs je vais juste donner deux. Ouais, vas-y. Il y a un truc que je trouve vraiment formidable dans Postgres, ce sont les contraintes d'interdiction. Alors, ça n'existe pas dans SQL Server, je trouve ça couillon. Il y a un truc que je trouve navrant dans SQL Server, c'est lorsque l'on fait une contrainte d'unicité, je peux avoir qu'un seul nul. Ouais, ça viole la norme et c'est une imbécilité. Mais c'est hérité de Sybase, comme quoi l'héritage, on hérite aussi des merdouilles de ses ancêtres. Bon, oui. Je vais vite, encore deux choses, puis je laisse la parole aux autres. Donc il y a David Barbarin qui dit qu'une autre chose pénalisante dans Postgres, c'est que les sessions ne peuvent pas se partager les plans d'exécution. Oui, il n'y a pas de cache réellement de plan d'exécution. Ça, c'est un des gros problèmes effectivement de Postgres. Il n'y a pas réellement de cache. Ouais. J'en parle un tout petit peu, je l'évoque dans mon article. J'ai pas eu le temps mon article est tellement long que j'ai pas eu le temps de tout mettre dedans. Mais puis une autre chose, c'était PostGIS alors, par rapport à la géographie de SQL Server. Alors, de la géométrie. Je dirais que aujourd'hui, SQL Server et Postgres sont à même niveau d'un point de vue fonctionnel. Avec une petite différence, si je ne m'abuse, PostGIS ne sait pas réellement faire de la géographie. PostGIS ne fait que de la géométrie. C'est pas très grave dans le sens où la plupart des applications qui manipulent PostGIS sont le fait de collectivités qui se foutent totalement de la rotondité de la Terre. Bon, mais si on était sur des avions qui vont de Paris à New York, si on ne tenait pas compte de la rotondité de la Terre, notre avion, il s'enfoncerait dans les flots et il ferait un peu comme le fameux vol MH770, on ne sait pas où ils seront passés. Donc ça, c'est un petit manque. En revanche, fonctionnellement, ils sont à peu près équivalents. Du point de vue performance, c'est très différent parce que SQL Server, grâce au fait qu'il active massivement le parallélisme, j'avais fait un benchmark que je pourrais vous retrouver qui compare les cartouches spatiales de Postgres et de SQL Server. Donc, on avait fait la même base, les mêmes tables, et on avait pris les tables de l'IGN et compagnie. Et en fait, on voit que SQL Server est en moyenne 7 à 8 fois plus rapide et sur certaines requêtes jusqu'à 30 fois plus rapide. Donc, ce que je dirais, c'est que pour des petites collectivités, mairies, départements, voilà, ça tourne pas mal. L'IGN utilise beaucoup Postgres. Par contre, quand ils sont sur des très gros systèmes géographiques, moi je me souviens être allé faire une session de formation, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Rudy, sur la cartouche spatiale de SQL Server pour l'IGN. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Bon, c'est une private joke. Hein. Et effectivement, ils ont constaté que quand même, c'était pas tout à fait la même musique en termes de perf. Bon, ça ne veut pas dire, mais il y a une très grande richesse dans PostGIS que moi je trouve formidable. C'est une cartouche qui est énormément mise à jour régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui publient des algorithmes et je trouve, moi, extraordinaire. Dans mon bouquin, d'ailleurs, sur SQL, où j'ai fait une partie spatiale, un chapitre consacré au spatial, je comparais les deux et j'ai trouvé que la cartouche spatiale de PostGIS était absolument excellente avec une communauté qui est beaucoup plus réactive sur ce sujet-là que ce que l'on trouve dans SQL Server. Donc, vive PostGIS.
Alors, je me permets juste un truc, après j'ouvre vraiment les questions, pardon. Parce qu'il y a une petite conversation qui commence là sur le chat au sujet justement de la contrainte d'unicité. On dit oui, mais c'est pas grave de ne pas avoir de contrainte d'unicité puisqu'on peut faire des index filtrés. Mais c'est pas la même chose. L'index filtré, c'est quelque chose de physique. La contrainte, ça fait partie de la définition logique de la table. Voilà, on va être puriste, hein. On va être comme dirait quelqu'un que je connais bien qui un jour m'a traité de la sorte, il ne faut pas être trop normanolâtre. Tu vois qui je veux dire? C'était toi, Rudy. Bon, alors oui, c'est vrai, la contrainte unique multinulle n'existe pas dans SQL Server. Bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave parce qu'effectivement, on peut faire des index filtrés qui ne prennent pas le nul. Et de l'autre côté, on peut faire un deuxième index qui n'est pas filtré pour le nul. Donc voilà, ben, à vous les questions. Il y a juste Mehdi qui tape une autre question. Ok, donc passer de MS SQL à PostGIS sur une DB de 50 à 100 gigas, c'est quelque chose que tu recommandes? Point d'interrogation. Si c'est 100 gigas de Géo, je ne recommanderais pas trop. Passer de SQL Server à Postgres, c'est ça? Ou l'inverse? L'inverse, si j'ai bien compris. Mais tu peux ouvrir ton micro, Mehdi, si tu veux. Mehdi, reprécise. Oui, pardon, désolé, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc la question, c'est de savoir si tu recommandes, en fait, parce que tu as dit que le cartouche spatial de PostGIS, il était puissant, et c'est ce que tout le monde me dit, passer en fait une application qui tourne sur du MS SQL à du PostGIS pour une DB qui fait de 50 à 100 gigas, c'est quelque chose que tu penses jouable? Alors, je dirais si c'est 50 à 100 gigas de géographie, j'hésiterais et je ferai un petit benchmark. C'est pas très compliqué de faire un benchmark parce qu'on peut migrer les données de l'une à l'autre au niveau géo, par exemple. Donc c'est pas très compliqué. Mais c'est sûr que je vais faire le benchmark de toute façon, mais l'idée c'est de savoir si ça vaut le coup de le faire. Donc a priori, ça vaut le coup de le faire. Je ne peux pas connaître à l'avance tes requêtes, mais si tu me fais des requêtes extrêmement sophistiquées, mais va voir le benchmark que j'avais fait. Je vais essayer de le retrouver vite fait. Développer.com, parce qu'il est toujours à peu près équivalent. Hein, vous retrouvez ce benchmark sur mon site. Voilà, il faut que je tape bench. Si c'est sur développer.net ou je vais le trouver. Hein, pas ouais, voilà, benchmark SIG, Postgres versus MS SQL Server. Donc voilà, et tu verras. Pour moi, globalement, on a eu quelques requêtes qui étaient meilleures en Postgres qu'en SQL Server, mais c'était quand même peu. Globalement, on avait un écart de 10 en faveur de SQL Server. Je parle en temps global de réponse. Par contre, en termes de gains stricts, on a parfois des pertes assez importantes. Par exemple, cette requête-là, elle était 63 fois plus rapide sous SQL Server. Globalement, on va dire que les gains de SQL Server par rapport à Postgres sur un volume moyen de géographique, c'est pas gigantesque non plus. Hein. Okay. À part quelques exceptions. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un benchmark. Parce que si tu as vraiment une requête qui va mettre 3 plombes là où elle mettait, on va dire, 3 minutes sous SQL Server, là, il faut peut-être se poser la question. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Bon, voilà, s'il y a d'autres questions, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon... Oui, bonjour, j'ai une petite question, Bruno, à l'appareil. Oui. On discutait un petit peu tout à l'heure du fait que Postgres, ça peut être pas mal justement pour tout ce qui est compta, tout ce qui est paie, etc. Donc, ouais. C'est intéressant parce que je travaille justement chez un éditeur qui fait ça. Ouais. Pas Cegid, justement. Ouais. Et c'est... Bon exemple. Et c'est intéressant ce que tu racontes parce que ça veut dire que la solution qu'on choisit quand même à la base, elle est hyper structurante sur ta stratégie et sur ce que tu veux faire à long terme de ton produit. Alors, parce que là, si tu veux partir sur du cloud, j'entends de partout, et dès qu'on fait du cloud, ça part sur du Postgre, des choses comme ça. Et de plus en plus, je vois en fait des revirements de situation où ils partent par exemple sur du RoraDB avec AWS, par exemple. Alors, je vais être très net sur le cloud. Sur le cloud, il y a deux problématiques qui sont très importantes. La première problématique, c'est
quid j'allais dire la fiabilité, mais plutôt la sécurité des données. Ce que je veux dire par là, c'est que si chez GIDE, vous partez sur du cloud chez Amazon, vous êtes sûr que vous allez vous rater un certain nombre de clients. Parce que Amazon, c'est un hébergement américain. Alors, oui, non, je suis bien au courant. Mais c'était plus par rapport, plus d'un point de vue stratégique que légal ou Patriot Act et comparse. Oui, mais je comprends. Alors moi, je suis pas chez Cégide, hein, voilà. mais tu as raison. Et oui, de toute façon, on le voit. Il y a des clients qui nous disent honnêtement, dès qu'ils voient des trucs sous AWS, de par la nature de leur business, certains clients te disent, bah, nous, c'est pas possible. Typiquement, Airbus, ils iront pas prendre des comptas ou des machins qui se trouvent sur AWS. On est bien d'accord. Voilà. Deuxième problème intéressant. Tu me dis, on va partir sur la base, comment elle s'appelle Aurora. Aurora. Très bien. Est-ce qu'elle existe on-premise? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais si ton client te dit, moi, je la veux on-premise? Ah bah, tu fais des migrations. Ah oui, donc tu vois le coup. C'est-à-dire que, et si la stratégie de l'entreprise change, ok, on s'en fout, on est sur Amazon, et puis un nouveau PDG arrive, non, moi je veux rien sur Amazon, là. Donc c'est réellement une problématique. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne pas qu'un éditeur me dise je fais du Postgres, mais je peux être dans le cloud aussi avec Postgres, ou je fais du SQL Server, mais je peux être aussi dans le cloud avec SQL Server. Ça ne me gêne pas. Par contre, partir directement sur une base de données dans le cloud, c'est complètement se fermer. Et là, moi, à part pour des applications internes d'entreprise, ok, pourquoi pas, mais sinon, partir sur des solutions cloud only, parce qu'en plus, il faut savoir que sortir du cloud, c'est extrêmement cher. Le ticket d'entrée est gratuit, hein, on ne vous fera rien payer quand vous allez migrer vos données, mais quand vous allez vouloir sortir vos 1 teraoctet de données, il va falloir allonger le chèque, les enfants. Bon. Et puis, je trouve que Microsoft, de ce point de vue-là, a été un des meilleurs acteurs du cloud, dans le sens de la sécurité et dans le sens de la fiabilité. Aujourd'hui, c'est probablement le cloud le plus fiable. D'ailleurs, ils visent essentiellement les professionnels. Hein. Ils ne s'intéressent absolument pas aux bidouilleurs qui veulent fabriquer leurs petits sites dans le cloud et leurs petites solutions dans le cloud. Ils visent que les professionnels. C'est pour ça qu'ils ont la plus forte croissance du cloud actuellement. Et justement, ils offrent un panel de solutions assez riche. D'ailleurs, Oracle s'est planté sur le cloud. Oracle s'est complètement planté sur le cloud et il a dû faire alliance avec Microsoft, sinon ils perdaient leurs clients. Ils perdaient tous leurs clients. Donc, moi, en tant qu'éditeur, je me méfierais énormément du cloud. Je proposerais une solution cloud, mais pour lequel j'ai une solution on-premise qui existe. Oui, bah c'est assez intéressant parce que on se limite aussi, quand je l'ai dans les commentaires de David, on limite la scalabilité, on limite aussi les extensions de produits qu'on peut faire parce que quand même à un moment donné, imaginons on est un petit éditeur, c'est pas forcément mon cas, mais on crée une nouvelle solution, on veut être innovant, etc. Bim bam boum, Postgre, très bien, ok, très bien. On met de plus en plus de fonctionnalités, on se met à mettre un petit peu de vente, un petit peu d'achat, et puis au fur et à mesure, on va se retrouver complètement bloqué parce que le produit n'est plus du tout adapté, il y a trop de contention, ça marche plus. Dès qu'on met de la prod, de la vente, dès qu'on met du physique en fait, dès qu'on met des trucs où il y a des gens derrière qui attendent, des camions derrière qui attendent, bah Postgre, il faut surtout pas y aller, quoi, de ce que je vois. Et ça ne supporte pas le 24-24-7-7. Il faut prévoir des plages de maintenance assez longues. C'est pour ça que je disais, sur de la compta, sur de la RH, pourquoi pas. Mais par exemple, moi je travaille beaucoup avec des logisticiens pour lesquels 1 heure d'interruption la nuit, c'est une dizaine de camions qui ne partent pas, avec des chauffeurs qui attendent. Alors il faut savoir qu'1 heure de camion, c'est 1 200 €. Moi j'ai eu des clients où quand il y avait 1 heure de contention ou de quoi que ce soit, la chaîne de production s'arrêtait, c'était 10 000 € l'heure. Et voilà, c'est ça. Ouais, tout de suite, hein, ça va très très vite. Donc effectivement, c'est pas des bases de données qui sont, que ce soit MySQL ou Postgres, c'est pas des bases de données qui ont été conçues pour faire du 24-24-7-7. Ça c'est clair. Faut vraiment et non plus pas pour gérer de fortes volumétries. Il n'existe, je ne connais pas de base de données Postgres qui héberge plus de 300-400 gigas. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais réussi. Beaucoup de gens me disent, alors j'ai démonté un certain nombre d'arguments. À un moment donné, c'était le moteur d'Orange, qui était un outil de recherche, etc.
Bon, ok, ils disaient, ouais, on a des téraoctets, mais quand on analysait le truc, il y avait 1600 serveurs au cul. Donc 1600 serveurs au cul pour mettre 10 téraoctets, faites le calcul, ça fait 80 gigaoctets par base. Bon, ok, là je suis d'accord. Et puis récemment, le moteur, il a arrêté parce que effectivement c'était catastrophique et ils se sont collés à Google. C'est-à-dire que le moteur Orange maintenant c'est Google et point barre. Ils ont arrêté tout ce truc-là. On a Le Bon Coin, c'est la même chose. On a Météo France, c'est la même chose. C'est des centaines de serveurs Postgres. Donc moi je veux bien mais maintenir des centaines de serveurs Postgres parce qu'on a voulu faire du Lips, à mon avis, ça coûte plus cher qu'un seul serveur, même si on a payé cher la licence. D'ailleurs, quel est ton point de vue sur la version web SQL Server? Bon, je dis bien qu'on n'a pas la loison et tout ça, mais finalement, elle n'est pas si mal. Alors, elle est très bien. Elle est très bien pour faire des sites web, je dirais, de moyenne gamme. Parce qu'on a quand même, je crois, 64 ou 128 gigas de RAM. On a une quinzaine, 16 cœurs, un truc comme ça. Pardon, oui? Oui, 16 cœurs, c'est ça. 16 cœurs, voilà. En fait, ils ont voulu. Alors, en plus, c'est très peu cher. Hein, la location d'une version web, je crois que c'est pas plus d'une centaine d'euros par mois, si mes souvenirs sont. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Ouais, voilà. Ça. Donc, par rapport à du MySQL ou du Postgres, excusez-moi. Par contre, l'énorme avantage qu'a MySQL, c'est que vous avez des sites web comme Joomla ou PrestaShop ou WordPress qui sont pondus, qui sont entre nous des daubes infernales hein, d'un point de vue modèle. Mais un modèle de merde avec un GBD de merde pour avoir 300 ou 400 pages web, ça le fait bien. Hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un 38 tonnes quand on va chercher son paquet de clopes au coin de la rue. Donc, de la même façon, je ne vois pas l'intérêt de prendre, je dirais, SQL Server entreprise pour un petit site web, même d'entreprise. C'est très bien de le mettre avec une version web en locatif et compagnie. Ouais, bon, surtout qu'il y a quand même de plus en plus de fonctionnalités. 2019 notamment, il y a même le TDE sur le web. Oui. Pas mal, ce qu'il faut éviter, c'est de se faire héberger chez OVH en ce moment. Ça sent le cramer. Moi, je suis chez OVH, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À Strasbourg, ça sent le cramer, non, à OVH? Je vous recommande de ne pas répondre forcément aux provocations de Frédéric. De Fred. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en terminer là. De toute façon, je pense que certains doivent connaître mon email. Donc, si vous avez besoin de me contacter, sqlpro@sqlspot.com. Je vais mettre la présentation assez rapidement, mais comme vous avez vu, j'ai quelques petits slides qui merdouillent, donc je vais les corriger. On s'occupera de ça, et puis vous aurez la vidéo également. Voilà. J'aurais dû arrêter d'enregistrer avant que tu répondes aux questions, en fait. Avant que je réponde des bêtises. Et puis... tu retravailleras la vidéo. Je vous mettrai les liens... Il faudra la monter beaucoup. Je vous mettrai des liens sur l'ensemble des 3 articles, sachant qu'il y aura un 4e et un 5e article, mais je pense que je vais avoir un peu de mal à les faire très rapidement, parce que là, je recommence à être complètement saturé de boulot. Mais il y aura plusieurs articles. Je l'ai publié en premier sur mon site web MS SQL Server, parce que c'est mon site web de base. Certains ont été republiés sur Développé, et je les publie en 2 langues, version française, version anglaise. Tout au moins, voilà, c'est ces derniers qu'on va pouvoir annoncer sur LinkedIn et compagnie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petites remarques, des questions, des conseils. Votre expérience personnelle aussi m'intéresse. Si vous avez eu du Postgres et que vous en avez été satisfait ou pas, dans quelles conditions vous l'avez eu. Si vous avez eu du SQL Server et que vous en avez été pas satisfait, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans Postgres et que vous avez trouvé de mal dans SQL Server, inversement. Donc, autrement dit, tous les gens qui ont mené un peu de front ces deux systèmes m'intéressent, puisque moi, je m'intéresse beaucoup à PostgreSQL. Je suis navré de le voir en perte un peu de vitesse à ce niveau-là. J'aimerais bien que les équipes de Postgres aillent plus vite, parce que souvent, on me reproche, hein, sur le web, je suis connu comme étant un démolisseur de Postgres. Mon but n'est pas du tout de démolir Postgres. C'est plutôt d'essayer de donner un coup de pied au cul pour que les équipes de Postgres fassent du meilleur boulot. Voilà. Mais, pas que Postgres d'ailleurs.
Pas que Postgres. Effectivement, c'est un certain Arian Papillon qui est en train de me dire ça. Tu penses à quoi? Non, mais... Je donne souvent des coups de pied au cul, c'est ça? Voilà. Oui, même sur SQL Server, des fois. Bon, merci beaucoup à tout le monde en plus. Merci, cette bon journée. week-end.